Dimitri Pavlenko. C'était une affiche de gala. Deux des plus grands clubs de foot du monde réunis au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions, retirés il y a 2 mois de cela à Saint-Pétersbourg. Paris devait être une fête, ce fut une défaite. Le coup d'envoi de la rencontre reporté 35 minutes, une foule congestionnée à la sortie du RER, des spectateurs avec billets interdits d'entrer dans le stade quand d'autres sans billets y parviennent, parfois en enjambant les grilles, des gaz lacrymogènes sur les familles, du racket, des agressions après le match sur le chemin du retour et pas un policier en vue à ce moment-là. Bref, la honte en mondovision pour la France et pour l'UEFA. Vincent Trémollet de Villers du Figaro l'écrit ce matin dans son édito: est-ce possible en France d'envisager encore une grande fête populaire sans que ça ne dégénère en affrontement? On l'a encore vu hier à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard, et dire que dans 2 ans, c'est le monde entier qui est attendu sur les quais de Seine pour les Jeux Olympiques. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles avec nous. Charles Sapin également, journaliste politique au Figaro. Bonjour Charles. Bonjour. Auteur de l'ouvrage Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs. On aura l'occasion d'en parler. Guylaine Ottenheimer est aussi avec nous, mais pour une fois, c'est au téléphone. Petit problème de taxi. Bonjour Guylaine. Bonjour Dimitri. Rédactrice en chef à Challenge. Tiens, je commence avec vous Guylaine. On oublierait presque que le Real Madrid a conquis sa 14e Ligue des Champions, comme quoi le sport s'efface totalement devant les événements. Fiasco à tous les étages, et Gérald Darmanin qui ne retient que les supporters anglais. Mais qu'est-ce qui lui a pris au ministre de l'Intérieur? Enfin, il a pas de téléphone pour voir ce qui tourne sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que hier, chacun avait sa version. Depuis, les choses se sont quand même décantées, et on a bien vu le rôle qu'avaient joué les voyous du 9-3. Et donc la vision des événements c'est un peu modifiée au fil des heures. Donc vous dites bénéfice du doute au ministre de l'Intérieur qui n'avait peut-être pas tous les éléments au moment où il réagit, c'est ça? Oui, mais cela dit, c'est vrai qu'hier, il y avait 50 versions. Il y a sûrement une faille du côté des tickets britanniques. Ça, il va falloir qu'il y ait une enquête, mais c'est surtout que finalement on commence à se poser quand même des questions sur le maintien de l'ordre en France. On passait pour des modèles, c'est ce que nous vendait le ministre de l'Intérieur, et on s'aperçoit de manière répétitive qu'il y a des failles, qu'il y a une mauvaise organisation, qu'il y a de la violence, voilà, c'est pas normal. Et comme vous le dites, on est quand même à 2 ans des Jeux Olympiques et à 1 an de la Coupe du Monde de rugby. C'est quand même et c'est pas seulement ça. Regardez, c'était aussi l'accès au stade, l'autoroute bloquée, le RER bondé. Ce matin, il n'y a plus un taxi dans Paris, les hôtels sont pleins. On se demande dans quel pays on est. On ne voit pas ça dans les autres grandes capitales. Alors vous, extension du chaos, nous dit Guylaine Ottenheimer. Charles Sapin quand même. Il y avait 6800 policiers et gendarmes mobilisés. Alors, on va pas faire les experts en maintien de l'ordre, ce que nous ne sommes pas évidemment, mais malgré tout, on voit que nous non plus. Non, mais c'est vrai qu'il y a un empilement quand même des erreurs, que ce soit du côté UEFA, du côté police, du côté Stade de France, et on voit qu'effectivement, il y a eu du maintien de l'ordre. Pour preuve, les cartouches de gaz lacrymogènes tirées, mais par exemple les pickpockets, les agressions que l'on voit après le match, ça c'est du travail de police, travail de BAC, et là ça n'a pas été fait. Comment se fait-il qu'on n'ait pas anticipé cela? Voyez-vous une faillite de la police? Tout à fait. Enfin, il faudra un petit peu de temps pour tirer toutes les responsabilités, forcément multiples, de ce fiasco. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a un peu tous les mots français qui sont rassemblés dans cet événement. Alors déjà, ça commence par une grève des transports qui n'a pas été anticipée, qui n'a pas été réglée, qui a conduit à finalement un goulet d'étranglement sur l'arrivée des supporters au stade. Pour le détail, je précise que l'UEFA avait mis l'essentiel du filtrage côté RER-B, celui qui donc était en grève, et alors que tout le monde est passé par le RER-D, où là il y avait 4 fils de filtrage pour 40 000 personnes. Il faut fouiller chaque sac individuellement, chaque visiteur, s'assurer qu'il a bien un billet. On voit le cauchemar. Exactement. Ensuite, il y a une forme de mépris des autorités responsables, c'est-à-dire que on a sous-estimé le défi qu'était l'organisation de cet événement en 3 mois, et on a surestimé encore une fois nos capacités organisationnelles et sécuritaires. Il y a aussi un mal français qui est ce sentiment d'impunité d'une petite délinquance qui profite du moindre bazar pour faire son miel, pour faire ses larcins, que ce soit le 31 décembre, que ça soit un match de football, que ça soit même la Toussaint, enfin je veux dire, et encore plus quand il joue à domicile, parce que là c'est un événement qui se jouait dans le département le plus criminogène de France. Et il y a un mal qui est finalement le pire de tous et qui rend assez pessimiste en fait sur le fait que ce genre d'événement ne se
reconduisent plus, c'est le déni de responsabilité des autorités publiques. Quand on voit la réaction de Gérald Darmanin, qui plutôt que dire voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché, on va essayer de régler le problème, pointe du doigt les supporters. Quand vous avez l'UEFA qui pointe le club de Liverpool, soi-disant, parce qu'il voulait des billets papier, quand vous avez la préfecture de police de Paris, plutôt que voilà, prendre ses responsabilités, pointe la responsabilité de la RATP ou de la SNCF, on se dit, il y a un moment qui portera le chapeau, oui, c'est ça. Qui portera le chapeau et surtout qui tirera les conséquences de ce qui est un fiasco terrible pour l'image de notre pays et terrible aussi au quotidien pour ceux qui y vivent. Charlotte Dornelas. Non mais il y a plusieurs réactions, mais d'abord il y a eu pour revenir sur la réaction de Gérald Darmanin qui est quand même assez inouïe parce que il réagit immédiatement. Alors moi je veux bien qu'il y ait un moment d'attente pour savoir et pour éclaircir exactement ce qui s'est passé, mais en l'occurrence Gérald Darmanin n'a pas attendu. Par ailleurs, oui il y a eu plusieurs versions, mais Gérald Darmanin, contrairement à nous, est ministre de l'Intérieur, il a évidemment toutes les informations en direct et il se trouve que les policiers avaient tous la même version qui n'était pas celle de Gérald Darmanin, qui a immédiatement accusé nommément en l'écrivant les supporters anglais, provoquant la réaction de la police anglaise, rajoutant de la honte à la honte, là, franchement. Oui, il faut donner le bilan aux policiers aussi de la soirée quand même, parce que maintenant on a les chiffres, 105 interpellations, beaucoup de mineurs. Sur ces 105 interpellations, on a 39 gardes à vue, 1 ou 2 Britanniques seulement, et le panel des infractions justifiant ces gardes à vue, jet de projectiles, vol à l'arraché, vol à la roulotte, intrusion, dégradation dans le stade et le parking VIP. Et là sous les yeux, j'ai la note qui a été faite, envoyée au contrôleur général, donc le soir même, et on a de la BAC 93, vacation caractérisée par une très forte délinquance endogène d'opportunités visant essentiellement les supporters anglais et espagnols. Ça c'est connu immédiatement. Comment est-ce que Gérald Darmanin peut entretenir sciemment, évidemment, la confusion entre ce qui s'est passé du côté de l'UEFA et de l'organisation, ce que vous expliquiez à l'instant avec les billets, et la délinquance qui s'ajoutait parce que les supporters traumatisés, c'est pas spécialement, alors qu'ils soient très en colère de ne pas être rentrés dans le stade, on peut les comprendre, surtout vu le prix du billet qu'on a appris à l'occasion. Mais en plus de se faire agresser à la sortie, Gérald Darmanin sait nécessairement que ça n'est pas le même sujet. Il a entretenu la confusion pour des raisons évidemment politiques et idéologiques. Et je pense que pour régler le problème, il faudrait peut-être commencer par sortir du déni, notamment sur la délinquance dans ce département-là. Alors tout cela survient à maintenant moins de 15 jours des élections législatives. Elles ont lieu non pas dimanche, mais le suivant. Ce lundi marque le coup d'envoi officiel de la campagne. Guylaine Ottenheimer, est-ce que vous pensez que c'est un thème de campagne qui est né samedi en marge de ce match de la Ligue des Champions? Est-ce que c'est le retour du thème de la sécurité ou bien ça va passer, pensez-vous? Ah non, moi je pense que c'est un thème qui va s'installer dans la campagne des législatives. Je pense même d'ailleurs que la tête de Monsieur Darmanin est quand même sur le billot là. Oui. On va pas juste avoir un petit mouvement à la préfecture. C'est quand même un fiasco quand même énorme avec un retentissement mondial. L'organisation de la police, comme ça a été dit précédemment, n'a pas été bonne. Ils se trompent de RER. Ils anticipent pas la grève. Non, c'est lamentable. Donc je pense que ce thème va s'installer. Je pense que LREM va avoir une majorité parce que c'est un peu la logique des institutions du pays, mais ça va être beaucoup plus serré que la dernière fois. Et surtout, ce qu'on se demande, c'est qui va en profiter. Est-ce que c'est la gauche unie ou est-ce que c'est l'extrême droite? Pour le moment, il y a zéro bruit du côté du Rassemblement national. On se dit qu'ils ont disparu de la circulation, mais on avait un peu dit ça pendant la campagne présidentielle. Et finalement, Marine Le Pen était remontée. Bon, peut-être que à bas bruit, les thématiques de l'extrême droite vont avoir un effet. Alors oui, c'est vrai, Charles Sapin, c'est vrai qu'on se rappelle de la NUPES voulant imposer la cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon, vous avez compris le jeu de mots. Jeu de mots lancé par la France Insoumise, je le précise. Mais c'est vrai qu'on observe quand même peut-être un décalage entre l'espace médiatique occupé par Jean-Luc Mélenchon et sa coalition, comparé à un Rassemblement national qui est discret, mais qui, Marine Le Pen rappelait hier sur une autre radio, que dans 150 circonscriptions, sur 577, elle arrive en tête au second tour. Et arriver avec cette force-là pour un candidat aux législatives, évidemment, fait que peut-être on aurait un Rassemblement national au coude à coude avec la fameuse NUPES.
Écoutez, il y a déjà un fossé entre, en effet, le bruit médiatique, on est tous passionnés de politique, on se regarde tout ça à la loupe, et les Français, là, il y a eu un pont, il fait beau, je sais pas vous, mais moi quand je vais dans une terrasse de café, j'entends pas parler des législatives. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup de brouillard. Il faut rappeler l'abstention en 2017, 51,3% d'abstention au premier tour quand même. Exactement, alors 51 au premier tour, et 57 qu'on ne vote plus beaucoup. Et 57% au second tour, ce qui est tout à fait énorme. Ce qui fait qu'on entend beaucoup ce bruit que Emmanuel Macron pourrait avoir une majorité, parce que c'est la logique des institutions, mais qu'elle sera moins large. C'est pas tout à fait certain, parce qu'il faut rappeler que l'abstention, on est dans un contexte abstentionniste. L'abstention joue pour lui, parce que ceux qui survotent, si vous voulez, c'est les personnes âgées, c'est les CSP+, ce sont des gens qui votent plutôt En Marche que Rassemblement National ou NUPES, enfin la France Mais là, Insoumise. ils vont beaucoup voter, vous pensez? Il n'y a aucune dynamique du côté de la majorité en ce moment, quand même. Et si vous voulez, la dynamique, quand on regarde la carte électorale, vous avez on peut prévoir entre 380 et 400 circonscriptions où vous allez avoir des duels La République En Marche NUPES ou La République En Marche Rassemblement National. Qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là? Si vous avez un duel La République En Marche NUPES, vous allez avoir la droite qui va se déporter naturellement sur La République En Marche pour éviter un Mélenchon Premier ministre. Si vous avez un duel, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu pendant la présidentielle, d'une certaine manière, c'est-à-dire si vous avez un duel La République En Marche et Rennes, vous avez un bloc de gauche qui, une fois encore, pour la énième fois, va se pincer le nez pour voter pour le député de La République En Marche. Donc voilà, il faut être un petit peu prudent sur les projections, d'autant que là on voit beaucoup de sondages et de pronostics sur le nombre de postes de députés par famille politique. Il faut savoir que ces pronostics sont en fait calculés à partir des résultats du premier tour de la présidentielle, ne prennent pas toujours en compte ce qui est important dans des législatives, l'ancrage local. Donc voilà, on est quand même sur toute la question d'Emmanuel Macron, il aura sa majorité, c'est de savoir de quelle ampleur sera cette majorité. Est-ce qu'il pourrait avoir la majorité absolue à lui tout seul, c'est-à-dire sans ses alliés du MoDem ou d'Horizon d'Édouard Philippe, qui permettrait d'avoir en fait les mains libres pour le quinquennat qui vient. Ouais, je rappelle, actuellement, La République En Marche, c'est 345 députés, quand la majorité est à 289. Et là, la fourchette estimée, selon les dernières enquêtes d'opinion, c'est entre 275 et 320 sièges. Donc, la majorité absolue n'est pas gagnée d'avance. Non, puis il y a un enjeu considérable. Mais pour répondre à la question sur la question de la majorité, il y a des profils d'électeurs qui sont très différents. Ceux d'Emmanuel Macron, dans leur immense majorité, votent par devoir, donc ils sont toujours là. Et c'est ça l'énorme différence entre les électeurs d'un Emmanuel Macron, on va dire du centre, du bloc central, et en effet, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, eux, pourraient aller voter parce qu'il y a une dynamique, il y a une présence, et quand ça fait un mois qu'il laboure le terrain en disant « je pourrais être Premier ministre », alors bon, évidemment, on peine tous à croire qu'il puisse être Premier ministre au lendemain des législatives, mais en revanche, avoir un nombre conséquent de députés, c'est fort possible. Donc il y a une dynamique. Ce que n'a pas aujourd'hui Marine Le Pen. En revanche, le genre d'histoire qui s'est passé au Stade de France peut générer un vote automatique. Marine Le Pen, elle ramasse aussi un vote de gens exaspérés. S'ils se mobilisent pour aller voter, ça peut suffire. Et on l'a déjà vu dans certaines élections. Donc, Voilà, c'était plus que du football samedi soir, vous l'avez évidemment compris. Merci Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Guylaine Ottenheimer de Châlons et Charles Sapin du Figaro. Merci à tous les trois. Bonne journée. Merci à vous. 8h56.